Je m'appelle Valérie, et les funérailles de ma mère, Monique, ont eu lieu il y a 2 jours. Seulement 2 jours. Je portais encore mes vêtements de deuil, une robe noire qui semblait peser des tonnes sur mes épaules, absorbant la chaleur sèche de cet automne en Provence. Je me réveillais chaque matin avec cette sensation d'étau autour de la poitrine, une douleur physique, aiguë, qui me rappelait avant même que j'ouvre les yeux qu'elle n'était plus là. Je continuais, par automatisme, à chercher sa tasse à café préférée dans l'évier, celle avec le petit éclat sur le bord, et pendant une fraction de seconde, mon esprit oubliait l'irrévocable, avant que la réalité ne s'abatte de nouveau sur moi avec la violence d'une vague glacée. La maison, notre maison familiale nichée au cœur du Luberon, empestait l'odeur entêtante des lys et des chrysanthèmes rapportés de l'église, un parfum douceâtre qui se mélangeait à celui des plats cuisinés qui s'alignaient sur le comptoir de la cuisine. Des voisins, des amis, des membres de la paroisse avaient déposé des cocottes en fonte remplies de bœuf bourguignon et de gratin, des gestes de solidarité touchants mais qui me semblaient dérisoires face au vide immense qui m'habitait. Ces plats restaient là, intacts, témoins silencieux d'une faim que je ne ressentais plus. Le deuil était partout, à la fois assourdissant et silencieux. Ce matin-là, j'étais assise à la table de la cuisine en chêne massif, fixant le vide à travers la fenêtre qui donnait sur les oliviers. C'est alors que mon mari, Stéphane, est entré. Il ne s'est pas approché de moi pour m'embrasser ou poser une main réconfortante sur mon épaule. Il a tiré la chaise en face de la mienne, pas à côté, mais bien en face, créant une distance physique immédiate et s'est assis. Il n'a pas cherché ma main. Il ne m'a pas demandé si j'avais réussi à dormir quelques heures malgré mes insomnies. Il s'est raclé la gorge, ce petit bruit sec et professionnel que les gens font avant de commencer une présentation importante au travail. « Valérie, il faut qu'on parle », a-t-il dit. J'ai levé les yeux vers lui. Mes paupières étaient lourdes, gonflées par les larmes, et mes yeux me brûlaient. La lumière crue du matin me faisait mal. « Est-ce que ça peut attendre ?» ai-je demandé d'une voix rauque, presque inaudible. Je ne pense pas pouvoir gérer grand-chose d'autre en ce moment. Je suis à bout de force, Stéphane. Il a hoché la tête une fois, un mouvement sec, calme, presque poli. Mais ses yeux ne reflétaient aucune empathie. J'ai déjà attendu assez longtemps, a-t-il tranché. Je pense que nous devrions nous séparer. Le mot n'a pas atterri tout de suite. Séparer. Il a flotté dans l'air entre nous, suspendu au-dessus de la table de cuisine, comme s'il n'avait pas sa place ici, comme s'il avait été prononcé dans la mauvaise maison, le mauvais jour. C'était une absurdité. On a enterré maman il y a 2 jours, ai-je articulé lentement, luttant pour comprendre. 2 jours, Stéphane. Je sais que le timing n'est pas idéal, a-t-il répondu avec une tranquillité déconcertante. Mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre depuis des années. C'est juste être honnête. Honnête. Alors qu'il parlait, j'ai remarqué quelque chose que la brume de mon chagrin m'avait empêché de voir jusqu'à présent. Il n'était pas nerveux. Il ne triturait pas ses mains, il ne fuyait pas mon regard. Il n'était pas triste non plus. Il était préparé. Sa voix était posée, sa posture détendue, ses épaules relâchées. Cette conversation, il l'avait répétée, scénarisée, bien avant que ma mère ne prenne sa dernière inspiration à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et à cet instant précis, assise là dans mon deuil, face à un homme qui avait l'air soulagé, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il n'avait pas choisi ce moment par hasard. Ce n'était pas une maladresse émotionnelle. C'était un calcul. Ma mère s'appelait Monique, et elle était le genre de femme que les gens respectaient instinctivement sans avoir besoin de demander pourquoi. C'était une infirmière à la retraite, une femme qui avait passé sa vie à soigner les autres avec une rigueur militaire. Elle était du genre à préparer ses propres déjeuners chaque jour et à découper les bons de réduction dans le journal local, même lorsqu'elle n'en avait plus financièrement besoin. Elle m'avait élevé avec une discipline tranquille et un amour inébranlable. Pas de grandes effusions, pas de discours dramatiques, juste une constance rassurante, les factures payées en temps et en heure, les portes verrouillées le soir, les papiers administratifs soigneusement classés dans des dossiers étiquetés. En grandissant, je l'ai regardé lire chaque ligne des contrats avant de les signer. Elle m'a appris très tôt que l'amour et la responsabilité étaient 2 choses distinctes. Que la gentillesse ne signifiait pas l'insouciance ou la naïveté. Qu'on pouvait avoir un cœur tendre tout en sachant se protéger. Après la mort de mon père, nous n'étions plus que toutes les 2. Elle faisait de longues gardes à l'hôpital, rentrait épuisée, les traits tirés,
mais trouvait toujours l'énergie de me demander comment s'était passée ma journée. Pas d'une manière pressée, mais d'une manière qui disait « Je t'écoute vraiment, tu es ma priorité ». Lorsque j'ai épousé Stéphane, ma mère l'a accueilli poliment. Elle ne l'a jamais critiqué ouvertement, ne m'a jamais mis en garde de manière frontale, mais elle observait. Elle avait ce regard perçant qui semblait voir au-delà des apparences. De temps en temps, elle me prenait à part et me posait une question qui semblait simple en surface « Es-tu heureuse, Valérie ?» Pas excitée, pas confortable, mais heureuse. Je répondais toujours oui, et elle hochait la tête, comme si elle classait ma réponse dans un de ses dossiers mentaux pour plus tard. Durant sa dernière année, elle est devenue plus directe. Pas dure, juste plus claire, plus précise. Certaines personnes changent quand elles commencent à compter ce qui ne leur appartient pas, m'a-t-elle dit un jour alors que nous plions du linge propre qui sentait la lavande. Fais attention à la façon dont les gens parlent d'argent, Valérie. Cela t'en dit plus sur eux que la façon dont ils parlent d'amour. Elle m'a aussi fait promettre quelque chose, avec une intensité qui m'avait surprise. Quoi qu'il arrive, avait-elle dit en serrant ma main dans la sienne, devenue frêle, tu fais confiance à Jean. Maître Jean veille sur cette famille depuis plus longtemps que quiconque. À l'époque, je pensais qu'elle était simplement prudente, une déformation professionnelle due à une vie de gestion rigoureuse. Je ne réalisais pas qu'elle était en train de construire une armure autour de moi, plaque par plaque. Lorsque Stéphane et moi nous sommes mariés, notre vie était simple et stable. Nous louions un petit appartement près du centre-ville historique d'Aix-en-Provence. Nous aimions flâner sur le cours Mirabeau, cuisiner à la maison, regarder des films sur notre vieux canapé et parler de l'avenir avec un espoir tranquille, sans urgence. Stéphane travaillait comme courtier en assurance. J'étais conseillère d'orientation dans un lycée. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Du moins, c'est ce que je pensais. Environ 5 ans après notre mariage, quelque chose a changé. Ce ne fut pas soudain. Il n'y a pas eu une dispute unique, pas de moment dramatique où tout a basculé. C'était une accumulation de commentaires, de petites remarques faciles à ignorer si on ne regardait pas attentivement. Stéphane a commencé à pointer du doigt les quartiers plus huppés lorsque nous traversions la ville en voiture. Il comparait notre véhicule à ceux des autres, plus récents, plus luxueux. Il parlait de vacances exotiques que nous devrions prendre et de maisons que nous méritions. Il a aussi commencé à parler de mon travail différemment. « Tu es trop intelligente pour gagner ce genre de salaire », disait-il. « Tu te contentes de peu, Valérie. » Au début, j'ai pris cela pour de la sollicitude, de l'ambition pour nous deux. Puis, c'est devenu de la frustration. Et enfin, une rancœur silencieuse. L'argent s'est transformé en tableau de score. Qui contribuait le plus? Qui nous retenait en arrière? Qui ralentissait l'ascension sociale? Ma mère avait remarqué. Elle ne l'a jamais confronté. Elle ne m'a jamais répété ces mots. Mais elle observait comment il parlait, comment son regard s'attardait avec envie lorsque le sujet de l'argent était abordé, comment son ton changeait lorsque le succès appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai ignoré tout cela. Je croyais que le mariage signifiait la patience. Que l'engagement voulait dire rester même quand les choses devenaient inconfortables. Je me disais que chaque relation traversait des phases. Je ne comprenais pas encore que l'amour ne tient pas les comptes. L'avidité, si. Le diagnostic est tombé brutalement, sans pitié. Un cancer en phase terminale, pas de signes avant-coureurs, pas de longue chronologie pour se préparer. Un rendez-vous s'est transformé en une multitude d'examens, et soudain, le monde de ma mère s'est réduit à des chambres d'hôpital aseptisées, des horaires de médicaments stricts et des conversations chuchotées dans la pénombre. J'ai pris un congé de mon travail sans la moindre hésitation. J'ai fait ma valise et j'ai partagé mon temps entre notre appartement à Aix et sa maison dans le Luberon. Certaines nuits, je dormais sur son canapé, recroquevillé sous un plaid. D'autres nuits, je restais éveillé à écouter sa respiration difficile, terrifié par le silence qui suivrait inévitablement. Stéphane n'a pas bien géré la situation. Au début, il a dit les choses qu'il fallait. « Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, dis à ta mère que je prie pour elle. » Mais très vite, les plaintes ont commencé. « Tu n'es jamais à la maison, on ne se parle presque plus, j'ai l'impression de ne plus compter. » Un soir, après une longue journée passée à l'hôpital, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, « Je comprends qu'elle soit malade, mais et nous? Qu'en est-il de nous ?» Je l'ai regardé,
incrédule, et j'ai réalisé que c'était un test. Pas un test d'amour, mais un test de priorité. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas adouci ma réponse. Ma mère a besoin de moi, ai-je dit fermement. Et je ne m'excuserai pas pour ça. Il est devenu silencieux, pas en colère, mais renfermé, calculateur, comme quelqu'un qui prend des notes mentales pour un futur procès. Durant ces mois douloureux, ma mère et moi avons parlé de tout. De mes souvenirs d'enfance, de ses vieilles erreurs, de choses que nous n'avions jamais pris le temps de dire auparavant. Une nuit, alors que sa voix était faible et que la chambre était plongée dans l'obscurité, elle a tenu ma main et a répété quelque chose qu'elle m'avait déjà dit. Certaines personnes restent gentilles tant qu'il n'y a rien en jeu, a-t-elle murmuré. Regarde ce qui se passe quand ils pensent qu'il y a quelque chose à gagner. Elle m'a fait promettre une nouvelle fois de faire confiance à Maître Jean. 2 semaines plus tard, elle était partie. Et 2 jours après l'avoir enterrée, Stéphane s'asseyait en face de moi à la table de la cuisine pour demander une séparation. C'est à ce moment précis que j'ai su que ma mère avait eu raison. Le lendemain matin, après avoir demandé la séparation, Stéphane est revenu avec une pochette cartonnée à la main. J'étais encore en pyjama, errant dans la maison comme si mon corps appartenait à quelqu'un d'autre. Il s'est rassis à la table, à la même place, avec la même expression calme et détachée. « J'ai déjà parlé à un avocat », a-t-il annoncé. J'ai déposé la demande. Voici les papiers. J'ai fixé la pochette. Des papiers de divorce préparés, organisés, chronométrés. Ma mère vient juste de mourir, ai-je dit doucement, la voix tremblante. On l'a enterrée avant-hier. Je sais, a-t-il répondu. Mais faire traîner les choses ne fera que rendre la situation plus difficile. Nous devons garder ça propre. Équitable. Équitable. Il a commencé à parler de vendre la maison, de partager les biens à parts égales, de la simplicité des choses si nous restions raisonnables. Puis, il l'a dit. La phrase clé. Tout ce que ta mère t'a laissé fera partie du mariage. C'est comme ça que ça marche avec le régime de la communauté. J'ai levé les yeux vers lui, un déclic se produisant dans mon esprit. Est-ce que tout ça est à propos de son héritage? Il a soupiré, levant les yeux au ciel comme si j'étais hystérique. Pourquoi penses-tu ça? Je suis juste pragmatique. Pragmatique. Il m'a expliqué le fonctionnement du régime de la communauté réduite aux acquêts comme s'il avait mémorisé le code civil. Il m'a mis en garde contre les délais, les complications, ce qui arrive quand les émotions prennent le pas sur la logique. Avant de partir, il s'est retourné et a ajouté, presque nonchalamment, « Tu devrais probablement parler à un avocat, toi aussi. » Ce n'était pas un conseil. C'était une pression. Et pour la première fois depuis le décès de ma mère, je me suis souvenu exactement de ce qu'elle m'avait dit de faire lorsque les gens commençaient à compter ce qui ne leur appartenait pas. Le cabinet de Maître Jean, situé dans un vieil immeuble d'Aix-en-Provence, était silencieux d'une manière qui a immédiatement fait retomber la tension dans mes épaules. L'odeur de vieux papier et de cire à bois était apaisante. Jean s'est levé dès qu'il m'a vu, son visage empreint d'une tristesse sincère. « Je suis tellement désolé pour ta mère, Valérie », a-t-il dit doucement. Monique était une femme remarquable. Il ne m'a pas pressé. Il m'a laissé m'asseoir, reprendre mon souffle. Puis, il a posé une seule question, le regard grave. « Est-ce que Stéphane a déjà mentionné l'héritage ?» Mon estomac s'est noué. « Oui », ai-je répondu. Il dit que c'est un bien commun, que ça rentre dans la communauté de mariage. Jean a hoché la tête lentement, comme s'il avait prévu cette réponse mot pour mot. Ta mère pensait qu'il le ferait, a-t-il dit. C'est pour ça qu'elle est venue me voir il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Avant le diagnostic final, avant toute discussion de divorce. Il a ouvert un dossier épais et l'a fait glisser vers moi sur le bureau en acajou. Ta mère a mis en place des dispositions testamentaires très spécifiques, a-t-il expliqué. Une structure de protection du patrimoine. Tout ce qu'elle t'a laissé est placé sous un statut juridique particulier, ce sont des biens propres, assortis d'une clause d'exclusion de communauté stricte et d'une clause d'inaliénabilité temporaire. La maison du Luberon, les économies, les assurances-vie, tout. Je fixais les documents, luttant pour assimiler les termes juridiques. Ce montage a été conçu pour s'assurer qu'aucun conjoint ne puisse jamais réclamer un centime de ses actifs, a poursuivi Jean.
Tout a été finalisé bien avant que Stéphane ne dépose sa demande de divorce. C'est un bien propre, intouchable, entièrement protégé. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons dans un long soupir. Elle savait, elle chuchotait. Elle se doutait, a-t-il corrigé doucement. Et elle a planifié. Puis il m'a tendu une enveloppe scellée. Elle m'a demandé de te donner ceci après t'avoir expliqué la situation juridique. À l'intérieur, j'ai reconnu l'écriture de ma mère. Familière, régulière, sans rature. Ma fille, écrivait-elle, cet argent n'est pas un moyen de contrôle. C'est ta liberté. La liberté de partir si tu en as besoin. La liberté de te tenir debout sans peur. Les larmes ont brouillé ma vue, tachant la page. Jean s'est adossé à son fauteuil. Nous n'allons pas le confronter tout de suite, a-t-il dit avec un calme stratégique. Nous allons le laisser nous montrer exactement qui il est. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je ne me sentais plus impuissante. Je me sentais préparée. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Stéphane était déjà là. Il était assis sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas demandé le divorce alors que j'étais encore en train de choisir les fleurs pour la tombe de ma mère. « Tu as parlé à un avocat ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. « Oui », ai-je répondu, gardant ma voix aussi neutre que possible. Cela a attiré son attention. Il a levé la tête immédiatement. « Et ils ont dit que contester ne ferait que rendre les choses plus coûteuses, ai-je menti, en suivant le plan. Nous devrions probablement aller de l'avant. » J'ai vu ses épaules se détendre légèrement, le langage corporel de quelqu'un qui pense avoir repris le contrôle de la situation. « C'est mature de ta part, a-t-il dit avec un sourire condescendant. Je savais que tu finirais par entendre raison. J'ai hoché la tête. Il y a plus dans la succession de maman que je ne le pensais. Ses yeux ont changé. Une lueur d'intérêt pur. Pas énormément, mais assez. Combien de plus ? A-t-il demandé, essayant de masquer son avidité. Assez pour que ça complique un peu les choses administrativement, ai-je dit prudemment. Il s'est penché vers moi, soudainement charmeur. Eh bien, on peut gérer ça ensemble. Nous sommes toujours mariés, après tout. Il n'y a aucune raison de rendre ça plus difficile que nécessaire. Ce soir-là, il a suggéré de réemménager complètement dans la maison. Il a dit que ça économiserait de l'argent. Que deux adultes pouvaient gérer la situation calmement. Chaque fibre de mon être voulait hurler non. Au lieu de cela, j'ai accepté qu'il reste dans la chambre d'amis. J'ai souri en le disant. J'ai gardé un ton doux, coopératif, parce que parfois, la manœuvre la plus sûre est de laisser quelqu'un croire qu'il est en train de gagner. Et Stéphane y a cru totalement. 3 jours plus tard, il m'a coincé dans la cuisine alors que je me versais du café. « Je dois te parler de quelque chose », a-t-il dit, soudainement enjoué. Je suis resté immobile. À propos du divorce ? À propos d'une opportunité, a-t-il répondu. Pour nous. Ce mot encore. Nous. Il a sorti son téléphone et a commencé à parler vite. Un ami de fac, une nouvelle entreprise, un accès anticipé, des places limitées. Le genre d'histoire qui semble impressionnante si on ne prend pas le temps de l'analyser. Il cherche des investisseurs, a dit Stéphane. Des sérieux. Et j'ai pensé qu'avec l'argent de ta mère qui arrive, ce serait le timing parfait. Ma main s'est crispée sur la anse de ma tasse. Combien ? Ai-je demandé. 100 000, a-t-il lâché rapidement. Juste comme une avance sur ma part. Ma part. Il m'a expliqué ça comme si c'était d'une logique implacable, puisque nous étions encore mariés, il était logique que l'argent soit partagé de toute façon, et que cet investissement me bénéficierait aussi à long terme. C'est temporaire, a-t-il ajouté. On ajustera les chiffres une fois que tout sera finalisé. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne demandait pas. Il supposait. Il considérait cet argent comme déjà acquis. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Son sourire s'est crispé. Bien sûr, mais ne traîne pas trop. Il a besoin d'une réponse d'ici vendredi. Cet après-midi-là, j'ai conduit directement au bureau de Maître Jean. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a hoché la tête une fois, un mouvement définitif.
C'est ça, a-t-il dit. C'est le moment que ta mère avait prédit. J'ai senti ma poitrine se serrer. Alors, on fait quoi maintenant? Jean a refermé le dossier devant lui avec un bruit sec. Maintenant, on arrête de le laisser imaginer. Maintenant, on lui montre exactement ce que ta mère a mis en place. J'ai repris la route vers la maison en sachant que quelque chose d'important avait basculé. Stéphane avait fini de faire semblant. Et moi aussi. La réunion a été fixée au lundi matin, au cabinet de Maître Jean. Stéphane est arrivé en avance, habillé avec plus de soin que d'habitude, son avocat à ses côtés. Maître Fletcher avait exactement l'allure que j'imaginais, un costume coûteux, un sourire confiant, le genre d'homme qui parlait comme si les résultats étaient déjà décidés. Ils se sont assis en face de nous à la longue table de conférence. Stéphane ne me regardait pas. Il n'en avait pas besoin. Il pensait savoir comment tout cela allait finir. Maître Fletcher a parlé le premier. Mon client pense que cela peut être résolu rapidement, a-t-il commencé. Madame a récemment reçu un héritage pendant le mariage. En vertu des principes du régime de la communauté, ses actifs doivent être divisés équitablement. Jean a hoché la tête calmement. Il ne s'est pas pressé. Il a ouvert un dossier et l'a fait glisser vers le centre de la table. Votre client se trompe, a-t-il dit d'une voix posée. L'héritage de madame n'est pas un bien matrimonial. Stéphane s'est penché en avant, agressif. Ce n'est pas possible, a-t-il dit. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté. La voix de Jean est restée stable, inébranlable. 6 mois avant son décès, Monique a établi des dispositions strictes via une donation-partage et un testament notarié. Chaque actif a été structuré bien avant toute procédure de divorce. Valérie est l'unique bénéficiaire. Les documents contiennent une clause d'exclusion de communauté formelle. Maître Fletcher a saisi le document et a commencé à lire rapidement. Trop rapidement. Sa confiance s'effritait ligne après ligne. Son front s'est plissé. Ces dispositions sont irrévocables, a continué Jean. Juridiquement inattaquables. Elles ne peuvent pas être contestées avec succès. Ces biens sont des biens propres par excellence. Le visage de Stéphane s'est décomposé, passant de la suffisance à la fureur. Elle n'avait pas le droit de faire ça, a-t-il craqué. Cette bonne femme savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai pris la parole pour la première fois. Ne parle pas de ma mère, ai-je dit doucement mais avec une intensité glaciale. Pas comme ça. La pièce est devenue silencieuse. Maître Fletcher s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Contestez cela. A-t-il commencé, hésitant. Cela sera extrêmement coûteux, a terminé Jean pour lui. Et vous perdrez. Stéphane a finalement compris. Il ne perdait pas seulement de l'argent. Il perdait le contrôle. Stéphane ne m'a pas appelé après la réunion. Au lieu de cela, il est allé sur Internet. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de personnes à qui je ne parlais presque plus. D'anciens collègues, des parents éloignés, quelqu'un de la chorale demandant si j'allais bien. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai vu. Un long post sur la page Facebook de Stéphane. Calme, poli, écrit pour sembler raisonnable. Il disait qu'il avait demandé le divorce parce que j'étais manipulatrice, que je l'avais isolé, que je me souciais plus de l'argent que de notre mariage. Il prétendait que j'essayais de garder pour moi ce qui aurait dû être partagé. En le lisant, j'ai eu l'impression d'être effacée et réécrite en même temps. Pendant un instant, j'ai voulu répondre, expliquer, me défendre ligne par ligne. J'ai appelé Jean à la place. Ne faites rien, a-t-il dit sans hésitation. Ne répondez pas. Ne le corrigez pas. Sauvegardez tout. Mais les gens le croient, ai-je protesté. Ils commentent, ils partagent. Je sais, a répondu Jean. Et c'est exactement pour cela que vous devez rester silencieuse. Les tribunaux se moquent des posts Facebook. Ils s'intéressent au schéma, aux preuves, au comportement. Laissez-le creuser sa propre tombe. Alors, j'ai fait des captures d'écran. J'ai noté les dates. J'ai consigné chaque message et chaque appel. Sandrine, ma meilleure amie, est venue ce soir-là et s'est assise avec moi sur le canapé. Il essaie de contrôler l'histoire parce qu'il a perdu le contrôle de l'argent, a-t-elle dit. Laisse-le parler.
Elle avait raison. Les gens qui me connaissaient vraiment ne posaient pas de questions. Ils prenaient de mes nouvelles. Et ceux qui le croyaient sans vérifier se révélaient eux aussi, silencieusement. Je suis allé me coucher ce soir-là secoué mais lucide. Si Stéphane avait besoin de bruit pour se sentir puissant, j'utiliserais le silence. Parce que le silence, lorsqu'il est soutenu par la vérité, n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. 3 jours après que le post de Stéphane soit devenu viral dans notre cercle social, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé un silence qui semblait faux. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je suis resté figé sur le perron, les clés encore à la main, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je ne suis pas entré. J'ai reculé, je suis remonté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés rapidement. Lorsque les officiers sont ressortis, l'un d'eux m'a regardé avec gentillesse. « Vous allez vouloir voir ça », a-t-il dit avec précaution. L'intérieur de ma maison semblait avoir été retourné. Les tiroirs avaient été vidés au sol, des cadres photos brisés, les placards ouverts violemment. Quelqu'un avait tagué un mot à la peinture en bombe rouge sur le mur de ma cuisine, « rapace ». Dans ma chambre, mes bijoux étaient éparpillés sur le sol. Pas volés, mais détruits, écrasés. Le collier de perles de ma mère gisait en morceaux. Sur le miroir de la coiffeuse, écrit avec la même peinture, il y avait les mots « Tu vas regretter ça ». Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. Je suis juste restée là, tremblante, pendant que les policiers prenaient des photos et posaient des questions. Cette nuit-là, je suis resté chez Sandrine. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison avec la police et j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Des gens. Des voisins, des membres de la paroisse, des femmes qui connaissaient ma mère depuis des années, des hommes qui se souvenaient de comment elle les avait aidés quand personne d'autre ne le faisait. Ils avaient apporté des gants, des produits de nettoyage, de la nourriture. « Tu ne vas pas faire ça toute seule », a dit l'une d'elles en me voyant arriver. Pendant des heures, ils m'ont aidé à nettoyer, à repeindre le mur de la cuisine, à remettre les choses en place. Ils racontaient des histoires sur ma mère, sur sa gentillesse, sur sa force tranquille. Le chagrin m'avait dépouillé, mais dans ces décombres, j'ai vu clair. Stéphane avait essayé de m'isoler. Au lieu de cela, il m'avait rappelé exactement qui était ma vraie famille. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu 2 jours plus tard. Stéphane se tenait devant le juge, l'air plus petit que dans mes souvenirs, fatigué, mal rasé. La colère qui le nourrissait autrefois n'avait plus d'exutoire. Le procureur a présenté les photos de ma maison, le vandalisme, les menaces, la chronologie des événements. L'avocat de Stéphane a essayé d'expliquer cela par le stress, le chagrin d'amour, dépeignant un homme accablé par la perte. Le juge n'a pas été d'accord. Une ordonnance de protection temporaire a été accordée. Stéphane a reçu l'ordre de rester loin de moi, de mon domicile et de mon lieu de travail. Des poursuites pénales ont suivi. Le divorce a avancé rapidement après ça. Il n'y avait plus de longs combats à mener. Sans accès à mon héritage, Stéphane n'avait plus aucun levier. Le règlement final a été simple. Nous n'avons partagé que ce que nous avions construit ensemble, c'est-à-dire pas grand-chose. Le reste est demeuré intact, exactement comme ma mère l'avait prévu. Lorsque le juge a signé les papiers, j'ai senti un poids immense se soulever de ma poitrine. La liberté. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reconstruit ma vie, calmement. J'ai rénové la maison de campagne dans le Luberon et je l'ai gardée. J'ai repris mes études pour approfondir mes compétences. J'ai voyagé pour la première fois sans demander la permission à quiconque. J'ai aussi créé une petite bourse d'études au nom de ma mère, pour les étudiants infirmiers. Quelque chose de stable, quelque chose de durable. Les gens me demandent maintenant si je regrette mon mariage. Non. Je regrette d'avoir ignoré les premiers avertissements. Je regrette d'avoir douté de la femme qui m'aimait assez pour prévoir les dangers que je ne pouvais pas encore voir. Ma mère ne m'a pas laissé de l'argent. Elle m'a laissé une protection. Elle m'a laissé des choix. Elle m'a laissé la force de partir sans peur. Si cette histoire résonne en vous, prenez-la comme un rappel. Faites attention à la façon dont les gens agissent quand il y a quelque chose en jeu. Protégez-vous sans culpabilité. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci comptent, partagez-la.
votre voix compte aussi.